Coucou les parents de jumeaux, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Jumeaux triplés et plus. Parents, la parole est à vous. Pour cet épisode numéro 11, je reçois Marine, maman d'une jeune fille de 2 ans, qui a appris qu'elle n'attendait pas un, pas deux, mais 3 bébés. Une grossesse triple, totalement surprise, sur laquelle Marine revient et nous partage avec beaucoup de sincérité et de douceur son choix, leur choix, d'une réduction embryonnaire. Une discussion qui, je sais, sera très utile pour tous les parents qui ont ou qui vivent cette situation. Je vous en souhaite une très belle écoute et restez attentifs. Steve, son compagnon, vous a glissé une magnifique surprise. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur Jumeaux, triplés et plus. Parents, la parole est à vous. Salut Marine, comment tu vas? Eh ben, salut, ça va bien. Alors, comme j'ai, comme d'habitude, beaucoup de questions à te poser, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Ouais. D'habitude, je demande quelle a été la réaction à la grossesse gémellaire. Mais toi, c'est particulier parce que toi, on ne t'a pas dit que tu attendais 2 bébés, on t'a dit que tu attendais 3 bébés. Ouais, tout à Alors fait. forcément, ma question, c'est comment ça s'est passé? Comment tu as réagi? Eh ben, au départ, c'était pas prévu du tout. Mais on a déjà une fille qui avait à l'époque, pas tout à fait, 2 ans. On s'était dit qu'on n'allait pas se remettre tout de suite à faire un bébé. C'était prévu, mais un peu plus tard. Et on s'était dit: «Si je tombe enceinte, bah, ce sera OK quand même, on le gardera», et donc c'est arrivé, je suis tombée enceinte et je l'ai su assez rapidement et on s'est dit: «Bon, bah, OK, let's go». Pour autant, je me sentais très anxieuse. J'avais peur de faire une fausse couche et donc arrive le moment de l'échographie de datation et la veille, j'ai fait un drôle de rêve dans lequel, j'étais avec ma gynécologue. On visitait ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais bon, c'est un rêve. On visitait mon utérus, elle me montrait un bébé, et elle me disait: «Pour le préserver, il faut en couper un bout». Et puis je me suis réveillée comme ça, intriguée et je me suis dit: «Bon OK, bon, bah, je m'angoisse, hein, clairement». Mais bon, donc et le lendemain, on a eu l'écho de datation et donc on avait amené ma fille, ce qui était une très mauvaise idée parce qu'elle supportait pas de me voir sur la table de l'échographe. Donc mon conjoint est sorti avec ma fille pour, attendre dans la salle d'attente. Donc j'étais toute seule avec la gynécologue, et elle m'a dit qu'il y avait 3 bébés. Et au départ, je lui ai dit, que c'était pas sympa de me faire ce genre de blague et elle m'a dit: «Non, non, mais regardez, là, il y a bien 3 poches, 3 vésicules, vitellines avec chacun un embryon dedans» et puis elle m'a fait écouter les cœurs et là, je crois que j'ai buggé, en fait. J'étais un peu estomaquée. Alors du coup, la gynécologue, elle a eu un rire nerveux en mode, «Ne vous inquiétez pas, on va vous aider, on va pas vous laisser comme ça». Bah, oui, c'est hein, OK. Et puis de toute façon, bah, c'était un stade c'était très précoce, l'échographie. Je devais être à peine, 6 semaines D'accord. et elle me disait, «Peut-être, qu'ils vont pas tous, survivre. Pour l'instant, ils sont tous viables, mais bon, on va faire une échographie par semaine». Et on va voir comment ça évolue et d'ici 1 mois, en attendant, moi, je vais appeler, mes confrères, du DAN, donc le diagnostic anténatal et puis ils vont voir avec vous, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc c'est là, elle m'a parlé de réduction embryonnaire et donc elle m'a laissée un peu, en plan avec ça. Bon, après, elle pouvait pas faire grand-chose d'autre. Je veux dire, elle était aussi choquée que moi, je crois. Du coup, je suis sortie, donc j'ai fait signe à mon conjoint, je lui ai montré le doigt 3, mais je pleurais, hein, j'étais en larmes. Et il me fait quoi? Enfin, il me fait un signe genre: «Quoi 3?» Je fais: «Il y en a 3». Et là, je crois qu'il est devenu blanc. Il a buggé complètement lui aussi et donc on est rentré dans le bureau de la gynécologue et elle a commencé à nous parler, de nous dire enfin de nous réexpliquer ça, qu'ils allaient peut-être pas tous survivre, qu'on savait pas et en plus on était censés partir en vacances le lendemain, et elle nous a dit: «Partez tranquillement au Portugal, ça va bien se passer». Et là, mais elle vit sur quelle planète en fait? Donc on est quand même partis, mais franchement, c'était les pires vacances de ma vie. J'étais malade à crever, on était complètement, choqués et on avait mis 1 million de questions et de pensées dans notre tête, et puis on devait faire aussi bonne figure parce que notre fille, bah, elle avait 2 ans, c'était ses vacances aussi, donc on essayait quand même de profiter. Ah non, c'était un peu épique.
Et là, tout à l'heure, tu disais que dès ce premier rendez-vous, elle vous a tout de suite parlé de réduction embryonnaire. Oui, parce que je pense que, pour elle, elle envisageait pas du tout que ce soit possible de mener une grossesse triple à terme. Le diagnostic anténatal, eux, m'ont donné un autre son de cloche. Ils m'ont dit que c'était possible, ils m'ont quand même, donné les risques et donc je leur ai demandé évidemment la fameuse question du bénéfice-risque, est-ce que c'est mieux de poursuivre la grossesse? Quels sont les risques à la poursuivre et quels sont les risques, à faire la réduction embryonnaire? Est-ce que ça peut mettre en danger toute la grossesse? Comment prendre cette décision? Enfin bref, elle m'a dit: «Bah, c'est 50-50». Ça m'aide vachement du coup. Elle m'a expliqué que moi, la grossesse s'était bien passée pour, ma fille et que donc, enfin, si je poursuivais la grossesse, il y aurait quand même des chances que ça se passe bien. Mais que, c'était une grossesse, triple, donc très risquée, donc avec, presque, une certitude, de faire, une prééclampsie ou des choses comme ça et puis, des risques de décès, in utero pour, 1 ou plusieurs bébés, des risques de séquelles, de handicap, de malformations et cetera et cetera. Bref, les risques d'une grossesse, gémellaire, enfin ces risques-là existent aussi sur une grossesse simple, ils existent encore plus sur une grossesse gémellaire et encore plus, sur une grossesse triple. Et encore plus sur une grossesse quadruple, ils m'ont dit: «Pour la réduction embryonnaire, le risque principal» c'est ça, en fait, le truc, c'est que les risques se situent pas au même moment et ça a été aussi un facteur de décision pour nous. Les risques de la réduction embryonnaire, c'est la fausse couche, en gros. C'est-à-dire que, dans les, ouais, 2 à 4 semaines après, le geste, il y avait un risque de faire une fausse couche et qui, du coup, emporterait toute la grossesse et donc ça, c'était le risque principal, mais il était de 4 à 10. Mais ce que tu dis, c'est quelque chose que tu as su après. Tu es en rendez-vous, on t'annonce une grossesse triple. Tu Ouais. rentres chez toi, vous devez partir en vacances. Moi, ce que je me demande, c'est comment se passent les vacances. C'est quand même énorme comme nouvelle. On a évidemment passé beaucoup de temps, sur nos téléphones, effectivement, à regarder, les témoignages déjà, de personnes qui avaient fait une réduction embryonnaire, de personnes qui avaient mené une grossesse triple à terme et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on veut pour notre famille?» et en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de réfléchir, on se disait: «Mais, enfin, c'est horrible de faire une réduction embryonnaire». On se posait 1000 et une questions, en fait. On se disait: «Mais, si on en garde 3, comment ça va se passer pour Louise?» On n'a pas envie qu'elle, ça la perturbe trop, mais dans le sens, qu'on passe de, notre temps consacré à 100 pour elle à, 1/4 de notre temps pour elle, brutalement d'un coup d'un seul. C'est ce qu'on aurait du temps à consacrer à chaque bébé et puis, du coup, ça impliquait aussi de, déménager, de changer de voiture et on n'avait pas forcément les moyens financiers de le faire et du coup, ça demandait beaucoup d'adaptation et on se demandait si ça rendrait la famille heureuse de garder les 3. Ensuite, il y avait, les risques. Moi, j'étais plus focus sur les risques médicaux. Est-ce qu'il va y en avoir un qui va avoir un retard de croissance? Est-ce qu'il y en a un qui va décéder in utero? Enfin, ça, c'était vraiment ma peur et moi, quels sont les risques pour moi? Bah, ils sont élevés quand même. J'avais peur d'y rester avec cette grossesse et que ça laisse ma fille sans mère. Et du coup, comment est-ce que vous avez pris votre décision? En discutant. Alors la gynécologue nous avait dit pour une réduction embryonnaire, on peut revenir à une grossesse gémellaire ou une grossesse simple. Ah bon, au DAN, ils ont eu aussi un autre son de cloche parce que ça se fait très peu sur une grossesse triple de revenir à une grossesse simple. Vous avez fait appel à un soutien psychologique? Alors, oui, on était déjà tous les 2 suivis, individuellement parce que moi je suis psychologue donc être en analyse, enfin ça m'aide aussi à faire, mon métier correctement et donc là effectivement mes séances de psy, ont beaucoup tourné autour de, la grossesse gémellaire, triple et la réduction embryonnaire et mon conjoint lui était suivi aussi mais il en a peu discuté, et on a été suivis en duo, par, la psychologue du diagnostic anténatal. Donc on a eu une séance avant l'intervention et moi j'ai voulu reprendre une séance avec elle, après l'accouchement. Mais oui, oui, on a du soutien psychologique et je pense que, c'est difficile de faire sans.
pour le coup. Et finalement, vous pesez le pour et le contre, comme tu dis, le bénéfice, risque, Ouais, c'est ce ça. qui est le mieux pour votre famille. C'est ça et il y a pas de jumeaux dans notre famille, il y a pas de triplés, donc on se disait, pourquoi pas quoi, des jumeaux OK. Des Mmh. triplés, c'était trop pour nous et puis, dans la grossesse, plus tard, donc après, mon un de mes bébés a été diagnostiqué avec un RCIU, donc un retard de croissance intra-utérin et donc j'ai été surveillée, énormément et donc après je me suis dit: mais si j'avais gardé les 3, dans quel état ils auraient été, quoi? Dans le curseur de ce que j'étais prête à vivre, la réduction embryonnaire me semblait moins, terrible que, le fait de perdre un des bébés, juste avant ou juste après la naissance. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, on comprend que vous avez fait le choix de cette, réduction. Et comment après, s'est passée, ta grossesse? Et ben, c'est rigolo parce que bon, l'intervention, j'étais très stressée, très angoissée, ça a été évidemment, horrible, vraiment, je souhaite ça à personne. On était en larmes tous les 2 avec mon conjoint. Ah. Et juste après on a trouvé les prénoms, en fait, de nos bébés. Des 3, hein, on les a nommés tous les 3. Et en fait, avant ça, on n'arrivait pas à les nommer parce qu'on savait pas lequel ils allaient, enlever, parce que ça, c'est un D'accord. choix de fait sur le moment. Donc ça, c'était aussi douloureux et difficile, à comprendre pour nos familles parce que moi, je voulais les connaître tous les 3 à partir des échographies et ma famille, et mes amis me disaient, assez facilement: Oui, mais essaye de pas trop t'attacher parce que, il y en a un qui va partir. Mais ça, c'était pas possible, en fait. J'étais attachée aux 3 et je le suis toujours. Mais ils disaient ça pour me protéger, ça j'en ai bien conscience, mais c'était pas ce que j'avais besoin d'entendre, en fait. Mmh. Parce que moi, j'aimais les 3 de la même manière puisqu'ils étaient 3 et que je les connaissais, ils étaient chacun sur leurs échographies et donc je pouvais pas me dire, tant qu'ils étaient là, ils étaient 3. Une fois qu'ils ont été plus que 2, bah, j'ai aimé les 2, tout en faisant le deuil du troisième. Mais je peux pas faire le deuil en avance, en fait et c'est presque ce Ouais. qu'on me demandait de faire, c'est un peu Mmh. étrange. Et tu veux bien nous donner les prénoms des 3? Oui, bien sûr, le premier s'appelle Elliot, mon garçon. Sa sœur s'appelle, Diana et l'embryon qui a été, arrêté s'appelle Cyrielle. On a eu les sexes aussi très tôt et du coup, on est sûr à 90 que c'était une fille. Et est-ce que tu te présentes comme une maman de 3 enfants ou comme une maman de 4, ou tout dépend de la personne qui te la pose, ou dans quelles circonstances on te pose cette question? Pour les personnes pas proches, on dit qu'on est, maman de 3 enfants. J'ai 3 enfants, j'ai, Louise et les jumeaux, donc mais je le dis pas forcément plus que ça non plus. On l'a inscrite sur le livret de famille, mais c'est pour nous qu'on l'a fait, en fait. C'est-à-dire que, c'est parce que dans notre famille, elle compte. Pour le reste du monde, on n'a pas forcément, envie de si on se présente comme, 4 enfants, mais en n'ayant que Ouais. 3 dedans, tout de suite, ça jette un gros blanc parce que les gens savent pas comment réagir. On fait le deuil effectivement, mais on veut pas non plus que ça prenne trop de place, Mmh. dans notre, vie familiale de tous les jours. Je sais pas si tu vois? Et je vois tout à fait de quoi tu parles, parce que c'est vrai que, c'est quelque chose qui vous appartient. Et est-ce que vous avez, forcément, tout le temps envie, de, réexpliquer, tout votre parcours? Je suppose que non, donc non, 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 ça fait totalement sens. Et l'autre question, que j'ai envie de te poser, mais c'est peut-être aussi trop tôt, et tu me le diras, c'est est-ce que vous leur en parlez? Donc est-ce qu'à vos enfants, vous parlez de leur sœur? En fait, on en parle librement entre nous. Donc, Ouais. Louise, elle a assisté, avec toute sa compréhension d'enfant de 2 ans et demi à ce qui Ouais. s'est passé. On lui a pas caché, on lui a dit qu'on attendait bien 3 bébés, puis ensuite 2 bébés et moi je lui ai expliqué que, les bébés c'était comme des petites graines et que des fois, il y avait des graines qui poussaient et qui devenaient des bébés et que des fois, bah, les graines elles s'arrêtaient de pousser, elles poussaient pas et elles devenaient pas de bébés et que là c'était ce qui s'était passé.
Donc on lui a expliqué ça, elle a assez bien compris, hein, parce qu'elle lui dit des fois elle me dit cette phrase, elle me disait: il manque que Cyrielle». En gros, pour qu'on soit complet, quoi. Donc elle a quand même cette idée, que, oui, elle avait, une autre sœur. Et j'ai voulu raconter cette histoire-là, mais j'ai voulu la raconter sous forme, imagée. Donc je suis en train actuellement, d'écrire un livre pour enfants qui raconte ça, en fait. Donc en utilisant toujours ma métaphore des graines et des jardins. Donc on verra, on verra si j'arrive à le publier ou pas. Mais du coup, ouais, même si j'arrivais pas à le publier, pour moi, ce serait plus, probablement thérapeutique qu'autre chose. Ça peut peut-être aider aussi d'autres parents, qui peuvent se retrouver dans le même cas. Ouais, bah, j'allais dire, je te comprends parce que le podcast, pour moi aussi, ça a un effet, thérapeutique, sur, tout le vécu de parents de jumeaux. Mmh. Et l'autre question que je voulais poser justement par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est est-ce que tu as, toi, un conseil, pour, des parents qui, sortiraient là du cabinet médical et à qui on vient, d'apprendre qu'ils ont une grossesse, enfin qu'il y a une grossesse, triple? De pas écouter les gens déjà, parce que chacun va avoir son avis sur la question. Chacun va te dire: «Oh là là, moi je pourrais pas, mener une grossesse triple, à bien». Il y en a d'autres qui vont te dire: «Oh là là, moi, je pourrais jamais tuer un de mes embryons, c'est pas possible». Et il y en a d'autres, qui vont dire: «Oh bah, je sais pas comment tu fais, moi je serais incapable de prendre la décision». Donc bon, bah, tous ces gens-là, ils vont avoir leur avis sur la question et en fait, ça va pas compter du tout. Ce qui est le mieux à mon sens, c'est d'en discuter avec son compagnon ou sa compagne, et de prendre la décision ensemble, et peu importe la décision qui sera prise, ce sera la décision la meilleure pour la famille. Le seul conseil que je peux peut-être donner, et encore ça reste ambivalent, c'est, de pas regretter la décision, de pas se dire: «Et si, et si, et si?». On le fait forcément un petit peu, évidemment, on va pas se mentir, c'est un réflexe, psychique humain de se dire: «Et si j'avais fait autrement?». Mais c'est pas quelque chose qui doit nous envahir, en gros. La décision, une fois qu'elle est prise, elle est prise et elle est ambivalente et elle le sera toujours. Mais il y a juste à vivre avec et à être OK avec ça et en fait, c'est le cas pour nous. On est bien, on est heureux, la grossesse s'est bien déroulée sur la fin, bon, il y a eu, les maux de grossesse gémellaires habituels, hein, on va pas se mentir, mais ça s'est bien passé et les bébés, ils sont en pleine forme. On devait être 6. Au début c'était simple, enfin simple en apparence. Un test, un sourire, la routine, l'espérance. On parlait déjà prénom, chambre, fatigue à venir. Les trucs normaux des gens qui commencent à construire. On connaissait déjà les nuits courtes, les couches, les doutes. Avec notre grande de 3 ans qui mettait de la vie partout. On s'est dit ok, encore un chapitre, on gère, on avance. On savait que ça serait dur mais on avait confiance. Puis l'écho nous a coupé net, comme si la pièce était devenue trop petite d'un coup sec. 3 justes chiffres là et plus rien tournait pareil. 3 battements, 3 vies, 3 futurs au réveil. Je me souviens du silence après. Pas un silence vide, un silence épais. Le genre où tu souris un peu parce que tu sais pas quoi faire. Le genre où la joie et la peur te tombent dessus en même temps sans prévenir. On devait être 6, mais la vie nous a mis devant un choix qu'on voulait pas. Y a des décisions qui te suivent même quand t'essayes d'avancer droit. Aujourd'hui on est 5 et je regarde nos enfants comme un miracle fragile. Y a de l'amour dans chaque pièce et un silence avec nous dans la famille. Après y a eu les mots compliqués, les phrases de médecins, les risques, les probabilités. Tout ce qui sonne froid quand ton cœur part en vrille. Tout ce qui transforme une annonce en chute libre. Et tu fais quoi dans ces moments-là? Tu deviens adulte vite, t'as pas le choix. Tu pèses l'impensable, tu fais semblant d'être solide. Tu veux protéger tout le monde avec des mains vides. On n'a pas choisi par manque d'amour. Ça serait plus facile à raconter si c'était ça, mais pas du tout. On a choisi de garder une chance, de tenir debout dans une situation qui dépasse. Mais le cœur comprend pas les raisons. Le cœur garde les images, pas les explications. Alors ouais, y a une culpabilité discrète, un truc qui revient parfois quand la maison s'arrête. Le soir quand tout s'endort et qu'il y a plus de bruit, tu repenses au chemin qu'on n'a pas pris. On devait être 6, mais la vie nous a mis devant un choix qu'on voulait pas. Y a des décisions qui te suivent même quand t'essayes d'avancer droit. Aujourd'hui on est 5 et je regarde nos enfants
Comme un miracle fragile, il y a de l'amour dans chaque pièce et un silence avec nous. Dans la famille, je me dis qu'on a fait. Et donc du coup, tu disais une grossesse qui s'est bien passée. Et comment alors s'est passé ton accouchement? Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, oui, je m'en souviens très bien. Heu, c'est rigolo parce que alors mon premier accouchement pour ma fille, ça avait mis longtemps, 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 et donc là, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit rapide, en fait. Mais j'ai été déclenchée parce que, mon garçon avait un RCIU. Il avait été détecté, je dirais vers le 5e, 6e mois. Il commençait à ralentir, sa prise de croissance, en fait. Et donc c'est, une des gynécologues qui m'a dit: «Là, bon, il commence vraiment à être en dessous de 1 percentile, donc on va vous suivre, vous allez avoir monitoring, écho-doppler et cetera, pour vérifier que tout se passe bien et au moindre signe, d'alerte, on déclenche, quoi». Bon, Ah mais en attendant, on essaye d'aller jusqu'à 37 SA pour, passer la prématurité. ouais. Si ça avait été la grossesse triple, j'aurais pas été jusqu'à 37 SA. Donc, on a eu rendez-vous pour que je sois déclenchée à 37 SA, donc un mardi matin, à 7h30. Et donc, ils m'ont donné 5 comprimés de prostaglandine. Alors, et en fait, ils m'avaient dit: «Bon, si les comprimés, ne fonctionnent pas, on attend un petit peu, puis ensuite on percera la poche des os, puis si ça ne fonctionne toujours pas, là, on testera autre chose» et en gros, le dernier recours, c'était la césarienne. Mais ils m'avaient dit pendant toute la grossesse, ils m'ont dit, qu'il y avait aucun souci pour que j'accouche par voie basse, à part, complications, quoi. Bon, Elliot était en siège, ça leur posait pas du tout de problème et Diana, elle était encéphalique. Donc au départ, bon, je prenais mes comprimés tranquillement, puis, je disais à mon conjoint: «Franchement, il se passe rien». Au monitoring, on voyait quand même qu'il y avait des contractions, mais moi, je les sentais très peu et d'un coup, d'un seul, ça s'est accéléré. Je suis allée faire, quelques pas dans le couloir. On a fait à peine 3 pas dans le couloir et là, c'est monté du 0 à 100 en 10 secondes. Heu, J'étais incapable de marcher, mais j'ai galéré et jusqu'à mon lit. Donc Steve a appelé les sages-femmes, et elles nous ont dit: «Ouh là, OK, bah, là, on va vous descendre en salle d'accouchement» et je fais: «Bah, je vais aux toilettes avant» et en fait, j'ai pas réussi et j'ai perdu les os, quand je me suis relevée, des toilettes. Donc j'ai entendu un gros cloc et et puis ensuite, j'étais incapable de marcher, ils m'ont foutue sur le fauteuil, pour me descendre en salle d'accouchement et puis là, c'était des contractions hyper violentes et donc ils ont mis 1h20 à me poser la péridurale. Il y avait un changement d'équipe quelque part et l'anesthésiste, était occupé avec un autre bébé qui était en siège. Donc il a fini avec son bébé en siège, puis ensuite il est venu s'occuper de moi, mais Elliot était quasiment dehors, en fait. Donc j'ai quasiment accouché sans péridurale parce que j'ai accouché en 2 heures de temps. Moi, j'en ai rêvé, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Accouchement de jumeaux, quasi sans péridurale. Heu, Comment Comment? comment est-ce que tu as fait? Nous, on veut des détails, Bah, toi, comment est-ce que tu as géré ta douleur? au départ, je la gérais pas du tout. Il y a la méthode des sons graves. Alors ça m'a bien aidé, bien, bien, bien aidé, les sons graves. Je criais, hein, mais je gérais la douleur, pas si mal que ça, en fait. Parce que, avec les sons graves, je comprenais que les contractions, au moment où elles arrivaient, je commençais par me contracter et les subir et en fait, juste après, je prenais une grande inspiration et je faisais les espèces de you et en fait, en soufflant doucement et en faisant ces you là, où il y a des ohms aussi ou des trucs comme ça et bah, ça permet de passer au-dessus, en fait, un peu comme si on surfait sur une vague et ça, je l'avais lu dans des bouquins de préparation à l'accouchement et je me disais: «C'est complètement con ce truc, vague, bon OK, mais en fait si, ça fonctionne vraiment. Ça réduit pas la douleur, ça permet de la gérer, pour qu'elle se transforme pas en souffrance, en fait. C'est-à-dire que la douleur est là, mais elle est OK. C'est une douleur qui fait pas forcément souffrir. Je sais pas comment dire ça, parce que les gens confondent beaucoup douleur et souffrance, alors que c'est pas la même chose. Une souffrance, on la subit complètement, ça peut être quelque chose de non douloureux d'ailleurs, une souffrance, alors qu'une douleur, bah, tu peux l'accompagner en fait.
Pas, C'est comme si tu prenais la vague. En tout cas, en te entendant, c'est comme si finalement tu surfais dessus, tu accompagnais cette sensation sans, comme tu dis, la subir, hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est le genre de douleur, que tu subis pas forcément et ça change tout une fois que tu l'as compris et moi je l'ai compris pendant l'accouchement, hein, clairement. Parce qu'au départ, les contractions, c'était insupportable, alors que je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire et cetera et en fait, une fois que j'ai commencé à faire les you, les sons graves et même à crier un peu, à mordre mon conjoint et ça l'a fait, en fait. C'était, quand Elliot est né, ensuite ils l'ont posé, à côté de moi et alors là, quasi plus de douleur, Ouais. et du coup ça l'a fait, et dès qu'il est sorti, ils l'ont posé sur moi et puis ensuite ils ont percé la poche des os de Diana et elle a suivi dans la foulée, quoi. 9 minutes plus tard, elle était née. Donc et c'est rigolo parce que ça, je crois que je m'en souviendrai toujours. Juste avant que je commence à pousser pour, Diana, donc j'avais Elliot sur moi et il me regardait. Il avait les yeux ouverts et il me regardait avec ses grands yeux étonnés. Pendant que je poussais, pour accueillir sa sœur, je le regardais et c'était vraiment, indescriptible comme moment, vraiment. Donc j'ai eu un accouchement douloureux mais un peu magique quand même. Ce qu'on ressent, ce qu'on entend dans tes paroles. Tu vois, moi, ça me met le sourire. Donc finalement, 37 semaines. Les poids, tu nous as pas dit les poids? Oui, Elliot est né à 2,205 kg et Diana à 2,460 kg. C'est fou parce que moi, j'ai eu une grossesse gémellaire, 37 semaines aussi, et mes filles avaient des poids plus faibles. Comme quoi, vraiment, enfin, moi, je suis étonnée sur le fait que rien n'est tracé. Tu vois, tu peux partir où on se dit, toi, bah, c'est compliqué, t'as une grossesse où il y en a 3, finalement, il y a une réduction embryonnaire, il y a des retards de croissance, mais enfin, ils ont des poids qui sont corrects. Et après, derrière, du coup, il y a eu de la surveillance de la néonate, de l'unité kangourou ou pas du tout? Non, en fait, il y a pas eu besoin, parce que, au niveau respiratoire, il y avait aucun problème, il respirait très bien. Ils ont juste eu des lits chauffants, donc on est resté un peu plus longtemps que pour ma fille. On est resté 9 jours. Donc en fait, D'accord. surtout leur température qui surveillait et bien sûr le fait qu'ils prennent du poids, mais ça a été, assez rapidement OK. Ils sont allaités, ils ont été allaités exclusivement. J'arrivais à exprimer assez facilement, du colostrum. Ouais, toi, l'allaitement, t'as pas eu de difficulté à le commencer? Non, mais en fait, j'ai allaité ma grande, pendant 2 ans. Donc je savais déjà faire et ça, c'était vraiment, pour le coup, un des ancrages un petit peu dans cette tempête, de se dire, «OK, l'allaitement, ça, je sais faire, quoi. Ça va le faire». Mais est-ce que du coup, ça ne te faisait pas peur, d'allaiter des jumeaux? Non, D'en avoir 2 à allaiter? ce qui me faisait peur, c'était plus, qu'on essaye de me pousser à les complémenter en me disant que j'aurais pas assez de lait. J'avais peur que le professionnel me fasse chier, mais en fait ça l'a fait. Globalement, dans la maternité où j'ai accouché, ils sont quand même vachement pro allaitement, donc on les réveillait quand même toutes les 3 heures, mais entre les tétées, moi je pouvais dormir et alors que pour ma grande, elle était vissée au sein, et du coup, elle dormait, enfin moi je dormais très peu à la maternité, alors que pour les jumeaux, je dormais plutôt bien en fait. J'arrivais à dormir, 2 à 3 heures d'affilée et du coup pour moi, c'était, Byzance en fait. Donc oui, donc ce que j'allais te dire, c'est que toi, les premières nuits, enfin les premières nuits, les premiers jours avec les jumeaux, ça s'est bien passé. En fait, tout le monde me disait, «Mais là, tu dois être fatiguée, puis il y en a 2 et tout là» et moi j'étais là: «Mais non, enfin ça va là, j'ai dormi 2 heures, je refaite, tout va bien». Et est-ce que c'est quelque chose que tu avais, comment dirais-je? Mince, j'ai anticipé, le mot ne me revient pas. On s'était préparés en tout cas à pas Voilà, dormir. préparé. On Ouais. s'était dit, bah, moi j'avais le souvenir, l'expérience avec ma fille, vraiment c'était un bébé qu'on pouvait pas poser. Elle était, dans nos bras et elle voulait être que dans nos bras et bon c'est OK, hein, on a géré comme ça. Mais du coup on s'était dit ça avec les bébés: «Bon bah, on les aura dans nos bras tout le temps et on pourra pas les poser et ce sera OK, on va gérer». Et en fait non, c'est pas ce qui s'est passé. Ils sont quand même vachement cool, hein, mais ils s'endorment plutôt facilement, on peut les poser une fois qu'ils sont endormis, ils se réveillent pas.
Heu et en fait, c'était, plus difficile parce que c'était aussi plus sensible. J'avais les seins qui étaient pas, entre guillemets, «faits», alors qu'après 2 Ah ans oui. d'allaitement, c'est du cuir, hein, clairement. Donc Ouais. pour les tétés, aucune douleur, aucune crevasse, même la sensibilité que j'avais eue pour ma fille, je l'ai pas eue pour les bébés parce que c'était déjà fait, quoi. Donc en fait, ça a été beaucoup plus facile que ce à quoi je m'étais préparée, finalement. OK. Et donc du coup, est-ce que le retour à la maison, s'est aussi bien passé? C'était ma belle-mère qui gardait ma fille pendant 10 jours quand même, donc elle est venue nous voir, donc on a eu pas mal de visites et ça, c'était plutôt chouette parce que, autant pour ma fille, on n'avait pas forcément eu beaucoup voulu avoir beaucoup de visites pour faire connaissance et cetera. Autant là, ma fille me manquait énormément. Ça, c'était un Ah, des points entre guillemets «négatifs», mais ma fille, elle avait jamais été, gardée avant ça, pendant la nuit, avant la maternité et du coup, c'est vrai que, quand elle venait et qu'elle nous voyait, qu'elle voyait les bébés, elle comprenait pas pourquoi elle devait repartir avec mamie et donc ouais. ça, c'était vraiment le plus difficile. J'étais contente de rentrer à la maison parce que, ça voulait dire être avec ma fille, et avec les bébés. Donc j'avais tous mes enfants autour Ouais. de moi en fait et donc après, bah, on s'est adapté tranquillement, hein, on est beaucoup sortis avec les bébés alors, peut-être pas Ouais, les vous avez fait vos 1ers sorties à partir de quand? je sais plus exactement, mais je dirais, la première semaine quoi. Alors pas leur première semaine de vie parce qu'on était à la maternité pendant 10 jours, mais ensuite, dès qu'on est rentrés à la maison, c'était au mois de mars, donc il faisait plutôt beau et en Ah. fait, on est beaucoup, sortis se faire des restos, promener les bébés en poussette, eux, ils s'endormaient facilement dans la voiture, ils s'endorment, dans la poussette, ils s'endorment, il y a pas de souci. On pouvait les emmener partout. Le premier mois des bébés, on est énormément sortis. On est peu restés à la maison finalement. Bon et ça l'a fait, on n'est pas restés enfermés en fait et je pense que ça, c'est vraiment aidant. Parce que peut-être que des fois, on s'autorise pas forcément à sortir en se disant: «Oh là là, ça va être compliqué avec des bébés, en plus il y en a 2. Bah, nous, ça l'a fait en fait. On prévenait les restos quand même, on disait: «Bon, bah, on aura 2 cosy, bon les bébés ils dorment» et puis ils dormaient Mmh. pendant qu'on mangeait. Éventuellement, il y en avait un qui se réveillait pour téter, donc je l'allaitais en mangeant et puis hop, je le reposais dans son cosy, puis on reprenait notre repas. Vraiment, no pression, quoi. Bon, il y avait, quand même, le côté un peu physique, pour moi, où il fallait que je m'en remette, quand même, Mmh. l'accouchement. Donc bon, bah, même, si je continuais à saigner, en fait, je mettais des serviettes et puis je sortais quand même. Au départ, on sortait pas forcément non plus très, très loin, et puis ensuite, progressivement, ouais, dans le premier mois des jumeaux, à la fin du mois, on avait dû se faire 4 ou 5 restos, quoi. Ouais et en fait, c'est possible, mais il faut se l'autoriser, je pense. Ouais. Il Ouais. faut se dire que c'est possible. Mmh. Que oui, on sort et puis, bah, s'ils pleurent, ils pleureront, puis si ça devient compliqué, au pire, on rentrera, Ouais. mais ça va pas forcément devenir compliqué. Pour l'allaitement, je les faisais beaucoup téter en double à la maison, donc j'avais un coussin double qui est, alors moi, c'était le My Breast Friend, qui est vraiment, mon meilleur ami, pour le coup. Il m'a bien, bien aidé ce coussin parce que je calais les bébés en ballon de rugby, puis ils tétaient en même temps. J'ai appris assez rapidement à faire ça seule, mais Steve était globalement toujours là pour les prendre aussi, s'il y avait besoin. Donc non, non, ça l'a vraiment fait et puis aussi parce que, j'étais pas toute seule, quoi. On était 2 Mmh. à faire ça. Bon, moi je Parce qu'en m'occupais fait, c'est ce que je voulais t c'est ouais. excuse-moi, Marie, je te coupe. C'est exactement, en fait, ce que je voulais te demander parce que, là, moi, je vais en profiter puisque tu es une très jeune maman de jumeaux. Ils ont 4 mois, hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Ouais, ils vont avoir 5 mois le 4 mars. Donc moi, ce que j'aimerais savoir justement, c'est, quel est l'organisation que vous avez mis en place, à 2, pour, justement, gérer la journée avec, vos jumeaux et Louise, votre grande? Eh bien, au départ, Steve donc est resté avec moi à la maternité, puis ensuite il est sorti, pour s'occuper de la grande quand même, qui avait quand même besoin de retrouver des repères.
Et ce qui est facilitateur, c'est qu'elle est, très, contente d'avoir, ses frères et sœurs. Elle les adore, elle leur ferait des câlins tout le temps. Mais, pour l'organisation, c'est Steve qui a beaucoup pris, enfin qui avait déjà commencé ça en fait. Donc l'organisation, c'était vraiment une continuité de la grossesse parce que très, très rapidement, moi j'ai quand même été assez, limitée dans les mouvements et dans ce que je pouvais faire. Par exemple, je pouvais plus porter ma fille, très tôt dans la grossesse. Du coup, c'est Steve qui prenait ce relais-là, en fait, qui l'emmenait à la MAM, le matin, qui allait la chercher le soir, qui faisait les courses, pendant la grossesse. À la fin, moi je pouvais plus rien faire. Donc en fait, bah, il a naturellement pris le relais, par rapport à beaucoup de choses et puis c'est un papa très investi depuis toujours avec notre fille. Ça s'est fait très naturellement en fait. De base, il adore, tout ce qui est cuisine, mon conjoint, donc il cuisine beaucoup. Pour, tout ce qui est, ménage et cetera, on a investi un petit peu dans, on a un robot aspirateur laveur, qui fait serpillière, c'est assez génial ce truc. Et on a un lave-vaisselle, donc ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile, de on a aussi une tisfe qui vient pour, plier le linge parce que on va pas se mentir, Tu nous rappelles tu nous rappelles ce que c'est? TISF, technicienne d'intervention sociale et familiale. En fait, c'est des personnes qui interviennent, là où il y a des situations entre guillemets «à risque», donc ils interviennent en protection de l'enfance, mais ils interviennent aussi dans les grossesses, enfin dans les chamboulements familiaux en fait et une grossesse, gémellaire, c'est un chamboulement familial. Et donc c'est pris en charge, en grande partie par la CAF. Bon, ça dépend du quotient familial, mais globalement, c'est quand même, une aide, qui est appréciable. Donc là, nous, globalement, elle vient m'aider avec les bébés, 1 fois par semaine, mais ça peut être plus. Et par exemple, elle peut bercer un bébé pendant que, je fais téter l'autre, pendant que je m'occupe des bébés, elle va faire le linge, enfin donc elle s'adapte en fait, elle répond un peu aux besoins, qu'on a. C'est aussi, elle peut aussi, aller faire un tour avec les bébés pendant que, moi, je me repose ou je prends une douche ou truc comme ça. Mais globalement, ouais, Steve a beaucoup pris le relais et très honnêtement, si ça avait pas été le cas, si ça avait été un mec qui reste dans son canapé en attendant que les choses se passent, ça ne l'aurait pas fait. J'aurais pas pu, avoir des enfants, 3 enfants, a fortiori de moins de 3 ans, avec un conjoint qu'en fait pas une, quoi. Steve, lui, c'est un père, et il est pas, juste, c'est pas une aide, en fait. C'est sa part. Il tient son rôle de père et il le tient bien. Donc heu, donc ça, c'est chouette parce que du coup, ça permet de vivre les choses de manière, beaucoup plus smooth. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de communication dans votre couple? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a le côté, Steve, il a vécu, avec ses parents en voyant son père cuisiner. Bon, sa mère faisait tout le reste, mais son père cuisinait et donc ça là-dessus, il gère. Il a ce côté, aimant à enfant, mais il a été moniteur de colo aussi, avant de faire son métier actuel, qui est développeur, et donc il sait comment gérer, plusieurs gamins en même temps, par exemple. Et donc c'est vrai que, il aime jouer avec les enfants, avec, notre fille, couche. C'est lui qui a changé les premières couches pour notre fille parce que moi j'étais, avec l'épisiotomie, j'étais incapable de me le très tout de suite, il a été très à l'aise avec le fait de prendre notre fille dans les bras, de la changer, de faire les soins, préparer, le sac à langer, s'assurer qu'il manque de rien, c'est lui qui le fait. Ah ouais. Les rendez-vous chez le pédiatre, c'est quand même encore un peu moi. Mais globalement, c'est assez équitable et puis quand ça ne l'est pas, quand il y en a un de nous 2 qui est pas content, de la manière dont ça se passe, on se le dit, en fait. Parfois pas directement, des fois, ça dit: «Ah mais là j'en peux plus, je fais tout, toi tu dors, attends, comment ça je fais tout, toi tu dors? Qu'est-ce qui se passe? On va en parler». Et puis on en parle et des fois ça se clash un peu, et après on remet les pendules à zéro, dire, «OK, bon bah là effectivement tu te lèves tous les matins, est-ce que tu veux que moi je me lève, 1 fois dans la semaine, par exemple, pour préparer Louise?» En fait, de se dire les choses, ça aide à les poser.
Et on est déjà passé par là, en fait, pour Louise. À un moment, on a eu ce fameux, «baby clash» entre guillemets où moi j'étais là: «Mais attends, il reprend, le travail, il est au travail et la seule chose à laquelle il a à penser, c'est son travail». Alors que moi, je dois gérer, le fait que j'arrive même pas à me faire un plat de pâtes parce que j'ai la petite qui est collée à moi. Et en fait, on avait aussi un peu anticipé, c'est-à-dire que, on a aussi une famille, tous les 2 qui est assez, disponible. Bah, ses parents, moins parce qu'ils sont plus loin, ils sont à Paris et on est en Bretagne. Mais ma famille, elle est à 20 minutes de chez nous quoi, globalement. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose, en comparaison avec, ta première grossesse et ton premier postpartum, est-ce que tu te dis que, c'est d'autant plus nécessaire d'avoir cette communication, d'avoir cette répartition des tâches quand tu es parent de jumeaux, que quand tu as enfin que entre guillemets «un enfant» ou quand tu as plusieurs enfants mais avec, des âges, différents? Oui, parce que la difficulté, c'est quand ils pleurent en même temps. Ça, c'est un des points qui est le plus difficile pour moi. C'est, si je suis toute seule avec eux et qu'ils pleurent en même temps, là, c'est plus compliqué. Parce que, j'ai l'impression de pas pouvoir, répondre à leurs besoins tout de suite, quoi. Et que je suis obligée de les faire patienter, mine de rien. Pendant que je m'occupe un, bah, il faut que je fasse patienter l'autre. Donc c'est vrai que si on est 2 à pouvoir faire ça, c'est quand même vachement mieux. Quand ils pleurent tous les 3, parce que Louise, bah, elle a pas encore 3 ans, donc il lui arrive aussi de piquer des crises, de pleurer, de dire: «Mais je voulais le yaourt rouge et pas le noir». Et bah, du coup, bah, on s'adapte. Des fois, on est là en voiture, alors c'est rigolo parce que les bébés, ils ont faim, mais on est en voiture. Louise, elle est fatiguée, donc elle arrive pas à s'endormir, mais on est en voiture. Et donc là, on se regarde dans le rétro et on se dit: «Bon, bah, ils pleurent tous les 3, bon, bah, c'est comme ça, hein, on peut rien faire et ils vont se calmer, ça va le faire». Mais ouais, Et j'en profite, puisqu'on parle de Louise, comment ça se passe avec, l'arrivée de son petit frère et de sa petite sœur? Est-ce bah, elle les adore. C'est, mon petit frère, ma petite sœur et elle le dit très bien, c'est vraiment rigolo. Et pour passer du temps avec elle, souvent, donc c'est Steve qui s'occupe d'elle le matin, donc il passe du temps avec elle à ce moment-là. Le soir, c'est beaucoup moi qui fais le coucher, donc je lui fais prendre sa douche, on se brosse les dents et ensuite, je vais lire l'histoire avec elle pendant que Steve reste avec les bébés dans le salon. Donc elle a ce temps-là, en fait, avec chacun de nous, mais pas au même moment. Et le week-end, souvent, on essaye de sortir pour qu'elle, elle puisse avoir, du temps avec nous aussi. Donc c'est assez facile parce que comme les bébés dorment assez bien en poussette, on peut faire des sorties, type, parc, ou des trucs comme ça. Là, récemment, ce qu'on a fait et qui était très sympa, c'était Legendia Park, à côté de Nantes. Donc c'était une sortie à la journée et donc on allait, donc Louise, elle pouvait voir les animaux, les spectacles et cetera et du coup, c'était du temps, pour elle aussi. Toutes ces sorties-là, c'est principalement pour elle qu'on le fait, donc on arrive, comme ça à trouver un peu cet équilibre-là. Quotidien, il y a des fois, hein, elle nous sollicite alors que là, on n'a pas le temps, on est avec les bébés, on peut pas donc bah, joue, hein, occupe-toi, et puis c'est une vertu aussi de savoir s'ennuyer donc pour le coup, bah, elle est pas non plus surstimulée d'activités donc non, ça le fait. Après, au quotidien, elle est gardée quand même. Elle va à la MAM, heu, donc elle va à la MAM et puis là, elle va rentrer à l'école et les bébés vont rentrer à la MAM donc ça va être encore une autre organisation qui va se mettre en place. Et normalement, je conserve quand même mes mercredis pour, passer du temps avec elle. L'avantage de mon travail, c'est que j'ai un côté institutionnel et un côté libéral. Ce qui fait que je resterai en libéral un jour par semaine, 3 jours par semaine en institution et donc il me restera le mercredi pour pouvoir être avec elle puisqu'il y a pas école, il n'y a pas école le mercredi. Non, mais c'est top parce que, enfin, je te pose la question parce que c'est aussi une des questions qui se posent quand on a des multiples et qu'on a déjà des enfants par ailleurs avec un faible écart d'âge. C'est la peur de se dire que bah, le ou les premiers risquent d'être mis de côté par l'arrivée des jumeaux parce que forcément l'attention sera plus sur les bébés que sur les aînés. Et parce qu'il y a peut-être aussi ce risque, enfin, que les jumeaux, les multiples fassent bloc par rapport,
à l'aîné ou aux aînés. Bon, là, ils sont encore petits, donc il y a pas encore cet effet-là, mais en tout cas, ce qu'on comprend à travers ce que tu dis, c'est que, hem, vous arrivez, vous avez réussi à créer une dynamique où, Louise, elle a totalement sa place et vous pouvez, continuer à lui consacrer, du temps, avoir des moments pour elle. Ouais, Voilà. et ça, c'est vraiment important parce elle en a Ouais. besoin aussi de ces temps-là. Heu, bon, il y a des fois, c'est pas assez, hein, parce que, il y a Mmh, des fois, elle me forcément. dit: «Non, reste un petit peu, va pas t'occuper des Mmh. bébés». Bah, si, 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 je vais y aller quand C'est même. normal, c'est normal. Ouais, Mais elle ouais, s'adapte et c'est ouais. le lot, enfin, quelque part, multiple ou non, c'est aussi le lot de tous les aînés que de devoir apprendre à partager leurs parents à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Bon, là, elle a les 2. Ouais. Alors, Marine, comme on arrive quasiment au bout, il nous reste une petite dizaine de minutes. Mmh. Je voulais revenir sur ce qu'on se disait, juste avant, sur le couple. Je voulais savoir si, dans ces premiers instants, de vie à 5, si tu arrivais, à te consacrer du temps uniquement pour toi et si vous arrivez, avec Steve à vous réserver du temps pour vous 2. Alors le temps qu'on a pour 2, c'est quand, les bébés dorment, donc après 22h30, on a un peu de temps pour nous, donc en général, on se regarde un film, ou une série, ou on discute, on réussit à trouver ce temps-là, heu et le temps que je me consacre à moi, bah, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup ou alors j'ai souvent un bébé, bah, là, ce temps-là, par exemple, le temps que je prends pour le podcast, là, Steve était avec les bébés, c'est du temps pour moi et puis des fois les bébés, ils sont sur leur tapis d'éveil, ils sont tranquilles, en fait, ou alors ils dorment, ils font leur sieste et dans ces cas-là, oui, j'ai un petit peu de temps pour moi. Et est-ce que alors j'espère que je vais réussir à le formuler correctement, parce que c'est vrai ils sont encore petits, que toi tu as pas encore repris, le travail. Mais est-ce que dans l'organisation que vous avez mis, en place, est-ce que finalement toi tu t'y retrouves? Ça se passe bien. Mmh. En fait, OK. mon point faible à moi, c'est le manque de sommeil. Mmh. Donc si j'arrive à dormir, globalement, ça va et bon, les bébés, ils se réveillent un petit peu dans la nuit, mais j'arrive quand même à dormir plusieurs heures d'affilée et du coup, lorsque c'est pas le cas, lorsqu'ils se réveillent vraiment et que c'est compliqué, là, bah, ça va être un peu plus, sportif. Mmh. Mais quand ils dorment, ben, ça va. Ils dorment pas trop mal. Globalement, ça va. Faut juste que, j'aimerais juste, pouvoir reprendre un peu le sport, ça me manque. Pouvoir aller à l'escalade et au karaté, chose que je faisais, jusqu'à ce que j'apprenne que je sois enceinte. D'ailleurs, j'ai passé ma ceinture orange, enceinte, sans le savoir. Et je Félicitations. pense Je sais pas si c'est, merci. quel est le niveau, mais félicitations quand même. Bon, ça reste débutant, mais Mmh. j'avais commencé le karaté aux 11 mois de ma fille, donc j'en ai fait 1 an et donc j'ai très, très envie de reprendre ça, donc il va falloir juste, qu'on voit comment on va faire. Est-ce que je reprends, 1 soir par semaine pendant que Steve, reste avec les 3 et que lui, il fasse l'inverse, qu'il aille un peu à l'escalade, et c'est moi qui gère les 3. Je pense qu'on va se faire ça, se réserver au moins une soirée, par semaine, Ça marche. Mon avant-dernière question, et j'en profite parce que toi tu es, maman de jumeaux mixtes, comme on dit, garçon-fille. Donc j'avais cette question-là pour toi. Je voulais savoir si, bah, ça change quelque chose dans l'éducation. Alors, encore une fois, aujourd'hui, ils n'ont que 4 ans, enfin quasiment 4 ans, 4 mois, quasiment, 5 mois dans quelques jours. Mais il y a quand même déjà des bribes, d'éducation que vous leur transmettez. Est-ce que vous sentez, que vous faites une différence entre, Elliot et Diana? mais plus de l'entourage que de notre part. Moi, j'ai pas du tout envie de leur donner une éducation stéréotypée en fonction du genre. J'ai pas envie du tout d'apprendre à ma fille, à rester tranquille, calme et douce et à mon fils, à prendre des risques, J'ai plutôt envie que ma fille sache se défendre dans le monde, qui est le nôtre et qui est pas forcément toujours tendre avec les femmes et que mon fils apprenne à être, respectueux femme. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je me définis comme féministe
Et élever un garçon, ça représente presque un défi plus grand qu'élever une fille. Il y a quand même l'avantage que, les enfants apprennent par l'exemple et que, ils voient leur père, faire des choses et être respectueux et ça, c'est important en fait, je pense. C'est notre éducation conjointe à Steve et à moi qui feront que nos enfants, résistent un petit peu aux stéréotypes de genre. Je pense Mmh. aussi qu'avoir des jumeaux, ça aide à se rendre compte de ça. Je pense qu'ils comprendront peut-être pas forcément pourquoi, la sœur est traitée différemment du frère ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est plus facile, à le mettre au jour, on va dire, à s'en rendre compte et du coup, si on s'en rend compte, à corriger le tir. Est-ce que vous en parlez avec, Steve? Ouais, on en parle, par exemple, pour nos filles, on pense les inscrire aux arts martiaux, par exemple, parce qu'on pense que c'est important de pouvoir se défendre dans certaines situations et que ça, donne aussi une confiance en soi, de d'oser faire les choses. Et puis Elliot, bah, on verra comment son caractère se développe. Pour l'instant, c'est un bébé sourire, Elliot. Dès qu'on le voit, il rigole. Ouais, C'est super je génial. je peux dire que je l'ai vu, et que, ouais, il a une bouille, totalement solaire. C'est assez impressionnant. Ouais, 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 il est très, très solaire et Louise aussi, c'est rigolo. Donc on n'est pas très inquiet sur la suite. On verra en Eh fonction, puis on ben, s'adaptera, et on en discute, mais on s'adaptera. Marine, on arrive à la fin. Je te remercie parce que j'ai passé un superbe moment avec toi. Moi aussi. C'était très agréable. Je te souhaite plein de belles choses et surtout, j'espère que la dynamique que vous avez mis en place, avec, tout ton petit monde, toute ta petite famille, que ça va perdurer et je voulais aussi, bah, te transmettre toutes mes ondes positives pour ton livre à venir. Tu nous tiendras Oui, au courant, j'espère. merci. Bien sûr. Je vais l'écrire en 2 tomes. Il y aura un tome qui va être consacré, à la naissance de manière générale, puisque ça retrace un petit peu le parcours, de la naissance de Louise et le deuxième tome qui sera, consacré, un peu au deuil périnatal du coup, Mmh. sur le fait que, tous les bébés ne viennent pas au monde. Et donc ça créera la liberté aux parents qui sont concernés par le deuil périnatal d'acheter les 2 ou l'un des 2 et à ceux qui ne sont pas concernés d'acheter éventuellement que le premier. Donc je te tiendrai au courant. Ouais, hâte de savoir comment tout ça va se dérouler puis, effectivement, j'espère que tu vas pouvoir, aller jusqu'au bout et puis, le publier. Merci beaucoup. Bah, je te remercie, Marine. Je te souhaite une excellente, journée À toi aussi. À bientôt. et puis, on se dit à très vite, peut-être comme je disais, peut-être, dans 1 an et demi, pour que tu nous racontes, comment tout ça a évolué. Bah complètement, ça marche. Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur la page Instagram du podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Jumeaux, triplés et plus. Parents, la parole est à vous.